Bonjour Maxime et merci d'avoir accepté cette interview. Grand plaisir, ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier Andignac, je suis révélateur de puissance intérieure. Donc derrière ça, il y a la notion de coaching, de coach. Et j'ai invité Maxime parce que c'est un entrepreneur, comme j'aime dire, au grand cœur et qui a vraiment une belle énergie et que je voulais inviter parce qu'il a vraiment de beaux messages à vous faire passer. Et en ce temps de recentrage sur soi, pendant cette crise, je souhaitais interviewer Maxime pour qu'il nous partage son histoire, son expérience et comment lui, il voit cette crise et comment faire de cette crise une opportunité. Parce qu'il y a bien Exact. sûr dans ces moments où tout va mal, en fait, où on a l'impression que tout va mal, il y a aussi une notion de stabilité. On peut créer de la stabilité. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer, Maxime. Donc, pour commencer et pour que les gens sachent qui tu es et d'où tu viens, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et parler de ton histoire Complètement, avec grand plaisir. En plus, comme j'ai lancé le live sur mon mur, donc il doit y avoir aussi pas mal de personnes Ouais, c'est ça. de nos deux communautés qui nous Mm. suivent. Mais pour refaire vraiment un point, un brief sur qui je suis, que ce soit autant les gens qui me connaissent déjà, mais ça peut être bien de faire une piqûre de rappel, et en même temps pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent de ta communauté. Alors très simplement, je vais pas me présenter en disant je m'appelle Maxime Yassou, etc. J'ai cette phrase qui est quand même très ancrée en moi et comment je me définis. Et je vais vous la dire, c'est je me définis comme un phare lumineux qui guide les gens à bon port. Et pourquoi en fait ce message-là? Alors ça se voit pas, mais je suis très grand, je fais presque 2 mètres de haut. Et de tout temps, de toute mon histoire, j'ai toujours cette image en moi où les gens me disent, bah, en fait, si on est perdu, on n'a qu'à lever les yeux au ciel et on verra Maxime de loin en fait. Et ça a toujours été une histoire de me dire, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est bon, si t'es perdu, regarde-moi. Et en fait, ça m'a suivi au fur et à mesure de mon temps et de mes expériences. Très simplement, avant, pour rentrer plus dans du pratico-pratique, j'étais banquier. De mes 18 ans à mes 24 ans, je travaillais au Crédit Agricole, hein, là où j'habite à Cannes. Et contrairement à beaucoup de personnes, tu sais, aujourd'hui, on est dans ce milieu entrepreneurial où on a ce mode de quitter la rat race, le salariat, c'est un peu de la merde, etc. J'étais ultra épanoui dans mon emploi. Et à un moment, je me suis posé une question et je me suis dit, comment je pourrais être encore plus heureux? Et pour moi, la seule et unique option pour être davantage heureux dans ma vie, c'était de quitter mon emploi. J'avais ces valeurs-là assez fortes de liberté. J'adore voyager, je mets les voyages sur un piédestal, vraiment. Donc, donc, je me suis dit, comment en fait je pourrais créer une vie qui m'inspire, avec des actions qui me fassent grandir, et là où je peux voyager, contribuer et pouvoir délivrer un message. Et c'est là en fait où j'ai commencé au fur et à mesure de ce que j'appelle mon expérience entrepreneuriale, à davantage apprendre sur moi, à comprendre le monde qui m'entourait, à comprendre mon monde intérieur et essayer d'aller mettre ma pierre à l'édifice mm, dans ce que je pourrais appeler l'éveil de l'espèce. mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu, à ce moment-là et assez jeune en fait, on peut dire par rapport à beaucoup de personnes, comment, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour te dire, «Je dois vivre, une vie qui m'inspire, une vie qui me correspond»? 2 choses. Il y a deux phases de ma vie où j'ai eu un petit peu ce que j'appelle des vides, et on sait toujours que ce qui crée nos plus grandes forces dans notre vie, c'est toujours nos vides. C'est toujours nos moments les plus bas, là où on se relève, qui créent nos moments, nos expériences les plus fortes et aussi ce qu'on peut rappeler nos compétences ou notre don ultime, on peut y mettre le mot qu'on veut. Moi, il y a 2 phases. Le premier, c'était que j'étais ultra, mais quand je dis ultra, c'est ultra, Xavier, complexé par, mon physique. Comme j'étais grand, à l'âge de 12 ans, je faisais genre déjà 1,87 m, quelque chose comme ça, tu vois, genre super grand. Mais j'étais tout maigre. Et on m'appelait le grand tout maigre, la peau sur les os, et ça me frustrait. Peut-être un autre chose pour être plus authentique et rentrer dans ma vulnérabilité, ce que pas grand monde sait, c'est que au niveau de mon physique, en fait, j'ai un creux
au milieu du torse, ce qu'on appelle le plexus excavatum. Une personne sur 6 en France l'ont. Tu sais, tu as le torse qui est un petit peu rentré, ou Ok. pour d'autres personnes, il y a le torse qui est un petit peu sorti. J'avais horreur de parler de ça. Là, je le parle parce que je suis complètement en paix avec. Et j'étais tellement complexé, si tu veux, que je me mettais des couches de vêtements tout le temps pour couvrir ça. Hmm. L'été, Hmm. je me mettais en manches longues pour pas qu'on me voie. Je me mettais jamais torse nu. Et il y a un moment où j'en avais marre, je demandais au docteur justement de me piquer, de me donner des stéroïdes, des médicaments pour que je grossisse parce que j'en pouvais plus. Et il y a cette phrase à un moment, de par mon éducation que j'ai reçue, notamment avec ma mère et mon père, qui m'ont dit, bah, à un moment, je vais voir ma mère, je lui en parle et elle me dit, bah, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire? Genre, t'as ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Et tout de suite, en fait, ça fait tilt dans mon esprit. Je dis, ben, en fait, je vais me bouger le cul. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et c'est là où j'ai commencé à me mettre aux arts martiaux et également à la musculation. Et c'est Hmm. là où j'ai commencé, dès l'âge de 12 ans, à comprendre que si je voulais vraiment pouvoir avoir quelque chose, il fallait que je m'en donne les moyens. Donc, c'est toujours ça, ma capacité à apprendre et ma volonté d'accepter le changement. La deuxième phase qui m'a vraiment permis d'avoir un mindset différent et de vouloir avoir une vie radicalement différente de celle de la plupart des gens, c'est avec mon expérience à la banque, Xavier. J'avais 18 ans quand j'ai commencé la première fois à travailler à la banque. Pour ceux qui ne savent pas, les banquiers, c'est pas tous des méchants qui volent de l'argent. On est au contact perpétuel des gens et pour moi, l'aspect bancaire, ça a été ma plus grande expérience humaine, Hmm. même si c'est un domaine financier. Pourquoi? Parce que on est en contact avec plein de personnes. Tu sais, on a ton banquier, il a la visu sur tout ton compte, il sait ce que tu fais, si tu es marié, pas marié, tu as des enfants, etc. Et on deal un petit peu avec la misère du quotidien. Et une histoire un petit peu terrible pour le coup, c'est j'avais 18 ans, j'étais à Golfe-Juan et je vois cette fille arriver qui me demande de la dépanner de 10 euros. Et cette fille, en fait, elle avait 18 ans et cette fille, elle avait un bébé. Et elle n'avait pas assez d'argent pour nourrir son bébé. Et elle avait 18 ans. Et j'étais très empathique à l'époque. Je me dis, mais comment c'est possible en fait? Pourquoi les gens finissent comme ça? Et c'est une question qui m'est restée, Xav, c'est de me dire, comment les gens peuvent finir dans ces situations? Et Hmm. c'est là où j'ai décidé d'aller comprendre l'humain, d'aller comprendre les actions et d'aller comprendre les situations de où est-ce qu'une personne commence, où est-ce qu'une personne finit. Et c'est là où j'ai commencé mon aventure aussi de développement personnel, où je me suis posé cette question en me disant, OK, je refuse d'avoir une vie comme ça. Je veux pas aller voir mon banquier pour lui demander 10 euros pour nourrir mon bébé. Ça m'a tué, ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir une vie comme ça? Et pour plus tard pouvoir aider les gens qui sont dans cette situation. Hmm. C'est Hmm. là, Hmm. c'est là où j'ai démarré mon Hmm. processus. C'est là où ça a Hmm. commencé. D'accord. Et donc, tu as eu cette volonté de démarrer un business. Mm, Et donc, tu as créé cette agence de marketing qui s'appelle Biocom. Et exact. tu as eu des résultats assez rapides, hein. Au bout de 6 mois, Mm. tu générais 10 000 euros par mois. Exact, c'est ça. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais à la banque et il y a un élément assez marquant, sachant qu'aujourd'hui, tu sais, on est tous un petit peu attirés par l'entrepreneuriat, le fait de faire de l'argent rapidement. Mais moi, l'idée de mon entrepreneuriat est venue de mon expérience professionnelle. Vu que j'étais banquier, je gérais tous les professionnels de la banque Mm. qui venaient. Et il y a cette phrase qui m'est restée en tête, c'est que mes clients professionnels avaient le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Mm. 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 Tu vois cette phrase? Ils ont le Mm. savoir-faire, mais pas le faire savoir. Et moi, je me suis dit, mais j'adore les réseaux sociaux, je suis dessus. Comment je pourrais les aider? Et j'ai commencé en fait à les aider avec Instagram. Donc, je faisais des petits comptes Instagram pour mes clients. Donc, je piochais dans mon portefeuille client et avec les clients du moins avec lesquels j'avais le plus d'affinité. Et je leur dis, bah, si ça vous dit, je peux gérer votre compte. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. Ça, c'était en 2017. Et 2018, après, justement, je crée cette agence Biocom et au bout de 6 mois, j'arrive justement à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en signant 5 ou 6 clients à Mhm. l'époque. Et Mhm. c'est ça qui m'a dit, mais waouh, en fait, c'est ça qui a du moins engendré toutes les étapes d'ensuite. Signer ma rupture conventionnelle, pouvoir monter ensuite en société, pouvoir ensuite rencontrer des gens exceptionnels, des entrepreneurs comme toi t'en fais partie, être dans des groupes de personnes qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Et voilà.
Et aujourd'hui, tout ça avance simplement avec une pensée à la base, une pensée de me dire, je vais avoir une vie différente et comment je peux faire pour me créer ça en fait. Et je me Mm, l'autorise. mm, mm. Et donc, dans, dans cette période que tu as vécue là, parce que tu es allé à la rencontre de toi-même pour savoir ce qui était important pour toi, tu as créé un business qui te correspondait, qui te permettrait de mettre ce côté relationnel en avant. Complètement. Et quelle a été ta plus belle expérience quand tu as fait ce changement? Ma plus belle expérience entrepreneuriale, des actions que Ouais, j'ai pu faire, c'est ça. ouais. Ouais, je dirais vraiment l'effet mastermind. Le Mm, mastermind, c'est quoi? C'est un regroupement collectif de personnes à destination d'un même objectif. Et moi, ce qui m'a vraiment permis, ce qui m'a donné de l'énergie, ce qui m'a vraiment boosté et, confirmé dans la vision que j'avais, l'homme que je voulais devenir, c'était en côtoyant des gens qui avaient la même vision que moi. Les gens qui veulent grandir en tant que personne, les gens qui mm, veulent contribuer à cette planète, les gens qui veulent avoir un impact sur leur environnement. Donc, pour moi, c'est vraiment ce truc magique que j'appelle le mastermind. Alors, on peut lui donner un autre nom. On peut lui donner le nom de vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, pour moi, ça a vraiment été la qualité des relations que j'ai pu créer et ma fierté d'avoir construit, je dirais, tout un écosystème de relations où aujourd'hui, je ne suis et je ne parle qu'avec des gens qui sont positifs. mm, J'englobe ma vie de ça. Aujourd'hui, de tous les gens avec qui je parle dans mon quotidien, j'ai personne, mais franchement, Xavier, j'ai personne qui critique, qui dit des choses. Et si j'en rencontre, ces gens, je les enlève directement. mm, mm, Je les veux pas je les veux pas forcément. Attention, ça veut pas dire que je les enlève, mais le jour où ils ont besoin de moi, la main est toujours là. J'aime beaucoup mm. cette expression qui est la mienne, enfin qui est la mienne, que je me suis un petit peu appropriée, mais qui est pas connue. Et c'est ce qui régit ma vie. Et je vais essayer de te la dire. C'est un poing en l'air, une main ouverte, car l'un n'empêche pas l'autre. Mm, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le poing en l'air, c'est faire ce que j'appelle l'égoïsme positif. Dans la vie, il faut être égoïste positivement. Tu as un bien rêve, sûr. tu as un objectif, tu as quelque chose que tu vas accomplir, tu Mm, le fais, tu n'attends pas les autres. mm, N'attends pas les autres. Mais par contre, si demain quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un te demande comment tu as fait, ou un ami à toi mm, qui faisait complètement autre chose et qui 10 ans après te demande est-ce que tu peux m'aider sur quelque chose? La main ouverte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes amis que j'ai d'avant, enfin, je n'allais pas dire de l'ancien Maxime, parce que mes amis d'avant, ils te diraient Maxime est toujours le même. J'ai toujours été très honnête. Et mes amis qui sont pas du tout dans le milieu entrepreneurial sont très fiers de moi aussi, parce que j'ai cette notion de main ouverte. C'est que même si mm. aujourd'hui je ne suis plus forcément avec eux au quotidien, si je ne leur parle pas tous les jours, ils savent que j'ai toujours une pensée pour eux. Et je le matérialise par des actions, par des fois des petits messages, etc. Donc c'est vraiment ça. Pour en revenir, effet mastermind, s'entourer de personnes qui pensent comme nous. C'était ça Ouais, ma plus d'accord. Ouais, beau succès. bien. Ouais. Se créer un environnement qui nous correspond et même Mmh, qui va au-delà, qui correspond aussi à la personne que l'on veut devenir, puisque il faut toujours mmh, complètement. changer cet environnement pour créer vraiment l'espace qui permet de devenir qui on veut devenir. Et pour aller vers le cœur de ce live, le cœur de cette vidéo, Ouais. euh, de comment faire de cette crise une opportunité. Toi, avec ton Mmh, expérience là d'entrepreneur, d'avoir réussi, d'avoir créé une équipe et d'avoir en fait pour l'instant accompli ce que tu as envie d'accomplir. Il y a sans doute eu des hauts et des bas, mais mmh, par rapport complètement. à ce recul que tu as, qu'est-ce que tu vois, toi, comme opportunité ou conseil que tu pourrais donner aux personnes qui vivent de plein fouet cette crise, en fait? Hem, un conseil ou une opportunité que je pourrais vraiment décrire, c'est que, c'est ce que j'appelle la capacité d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur,
aujourd'hui si tu es chef d'entreprise, parce que je mets bien dans deux cas, c'est les web entrepreneurs, donc nous un peu les entrepreneurs, mais il y a vraiment les autres chefs d'entreprise du milieu corporate. Ce que je mets vraiment en avant, c'est le fait de pouvoir être adaptable. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu n'as pas cette capacité de rentrer dans un système ou même dans un écosystème d'adaptabilité, ça va être très difficile de pouvoir jouer émotionnellement et tu vas être aux prises de tes émotions en fait. Déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'aller retrouver le pourquoi de qu'est-ce que tu fais en fait. Pourquoi, pas le pourquoi de tu le fais, c'est ta vision, mais pourquoi tu t'es lancé en entrepreneuriat et est-ce que tu connaissais les risques déjà? On s'est tous lancés. C'est-à-dire que quand on a commencé l'entrepreneuriat, on a tous dit à notre famille, parce que généralement, quand on commence, notre famille, ils sont pas trop chauds de ce qu'on fait, mais on les a tous convaincus en disant mais je suis entrepreneur, là, il faut prendre des risques dans la vie, il faut s'adapter, etc. Sauf que c'est facile de s'adapter quand tout va bien, mais c'est difficile de s'adapter quand tout va mal. Donc, mon premier conseil, c'est pareil, on peut l'appliquer quand tout va bien, c'est plus difficile quand tout va mal. Donc, pour moi, il se matérialise quand tout va mal. Un bon entrepreneur, quand tout va bien, c'est pas un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quand tout va mal, en fait. Et c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset, etc. Donc, pour moi, c'est juste se rendre compte qu'un entrepreneur doit avoir être dans une question d'adaptabilité. L'autre point, c'est tout simplement un dénominateur commun du succès, Xavier. En plus, je suis en train de lire, je suis en train de le recommander partout, ce bouquin. Alors, ceux qui le lisent, franchement, notez-le. Alors, il est qu'en anglais, il faut lire anglais pour le coup, mais il est en français en livre audio. Plus malin que le diable, de Napoléon Hill. Et Napoléon Hill, il marque, parce que c'est une personne qui allait interroger 500 personnes milliardaires, il lui a demandé quel est le dénominateur commun le plus choquant de toutes les personnes qui réussissent. Et ils ont remarqué que la plupart des gens qui ont du succès fulgurant, des personnes qui arrivent à leur vision, ils sont passés par des moments de down, mais les plus bas possibles qui existent. Donc, quand tu te rends compte que pour avoir la hauteur du succès que tu veux, il faut que tu ailles au plus bas de ce que tu peux être, c'est là en fait où tu comprends quelque chose. C'est-à-dire que pour avoir le succès que tu veux, il faut que tu puisses aller atteindre l'être le plus bas que tu peux être. Aller être OK d'aller au plus bas. Tu prends Steve Jobs, il s'est fait virer de sa propre boîte. Tu prends d'autres personnes, ils ont dormi dans leur bureau tout le temps. Mais par contre, ils étaient reliés à ça. Et donc, pour moi, c'est de se dire que quand tout va mal, ça veut plutôt dire que tout va bien, en fait. J'ai des amis entrepreneurs, hein, ils ont perdu 90% de leur chiffre d'affaires sur tous leurs trucs. Mais vu qu'on est dans les masterminds et qu'on échange, bam, ils ont une autre idée. Ils sont, tiens, et si je faisais différemment? Et en fait, c'est ça. Le fait d'être dans des situations difficiles comme on est là en ce moment, c'est le plus grand bénéfice pour nous de changer notre pensée et de changer notre système de programmation de pensée. D'aller dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça et à ça. Et moi, aujourd'hui, dans mon business, j'en fais plutôt, c'est plutôt bénéfique. Pourquoi? Parce que les mondes des entreprises, tu as vu aujourd'hui avec ce confinement, des entreprises qui sont perdues. Tu prends les restaurants, ils sont fermés. Seuls les restaurants qui marchent aujourd'hui, c'est ceux qui ont la livraison et ceux qui ont des systèmes en ligne. Donc, moi, j'en fais le bénéfice avec mon agence de marketing parce que aujourd'hui, j'aide les gens à se digitaliser. Donc, moi, c'est plutôt une aubaine parce que j'ai signé depuis 3 nouveaux clients depuis le confinement, alors qu'on est confiné. Mais parce que les gens commencent à se réaliser qu'ils font fonctionner différemment. Et tous les jours, je suis en contact avec des entreprises. Donc moi, je suis plus du domaine corporate. Moi, je suis pas sur les coachs, ni les thérapeutes, etc., ou les web entrepreneurs. Moi, c'est vraiment le monde corporate. Et le monde corporate se rend compte que, ouais, il va falloir faire différemment. Donc je dirais plutôt ça. Quand tu parlais de down, là, tu parlais de down en termes d'échec personnel ou enfin d'échec entre guillemets personnel. Parce que tu es allé à la rencontre de toi-même. Ouais. J'entends mon écho, c'est pour ça que j'ai baissé le son. D'accord. Donc il y a cette notion d'échec personnel et d'aller très down pour aller trouver des ressources en soi et peut-être rebondir. Et est-ce que toi, dans ta vie, que ça soit personnelle ou entrepreneuriale, tu es allé chercher aussi au fond de toi, on appelle ça des blessures, des choses qui sont
qui t'ont, pendant des années, fait répéter des schémas récurrents qui t'empêchaient d'être la personne authentique que tu es aujourd'hui? Ouais. Et pour te dire, c'est des choses que j'ai énormément travaillé et je l'ai pris. Je savais que tu allais me poser des questions comme ça, donc je l'ai pris. Je vais vous montrer. Alors, c'est très personnel pour le coup, mais ça me fait plaisir de le partager à ta communauté. Je sais que à ma communauté, je le partage un peu, mais pas tout. C'est ce que j'appelle la Bible de Maxime. Et tout ça là, donc tu vois dans la caméra, donc ça fait Mhm. beaucoup de feuilles. Tout ça, c'est uniquement du travail personnel que je fais sur moi, sur qui je suis, qui j'ai été, euh, pourquoi j'ai fait tel type d'action et essayer de tout comprendre. Et je travaille dessus, en fait, depuis maintenant, euh, depuis cet exercice, parce que il y a quelque chose, et je l'ai dit, en plus j'étais en interview avec mon pote Max, et il y a une grande différence entre les gens qui font du développement personnel et des gens qui pratiquent du développement personnel. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Oh, j'ai lu ce livre, etc. » mais une fois, il y a 3 ans. Et les gens qui lisent un livre, qui ne font jamais les exercices dedans. Il y a une grande différence entre lire un livre et pratiquer un livre, enseigner un livre. Et moi, ça fait depuis maintenant 6 ans que je ne lis pas de livres, je pratique les livres. Et donc, là où sur 100 personnes, tu vas en avoir peut-être 98 ou 97 qui vont que lire le livre, tu n'en vas avoir que 2 à 3% qui vont faire tous les exercices du livre. Et tu n'en as que peut-être 1% qui vont faire les exercices et qui 3 mois après, ou 6 mois après, ou un an après, vont les refaire. Encore, encore et encore. Et tout ce que je t'ai montré là, ces exercices-là, c'est des exercices que je fais encore, encore et encore sur qui je suis, comment je me comporte, etc. Donc, il y a des exercices, et je peux le dire. Le dernier exercice que j'ai fait, j'ai demandé à ma mère, et c'est un truc très particulier. J'ai fait un exercice que j'appelle de euh, euh, prénatal. J'ai fait cet exercice que je l'appelais, il n'y a que moi, hein, je crois que je l'ai inventé, hein, mais je ne l'ai pas tiré de nulle part. C'est juste, ça m'est venu. C'est un exercice de mindset que j'ai appelé le mindset prénatal, le mindset pendant natal et le mindset post-natal. J'ai demandé à ma mère quel était ton état d'esprit quand tu voulais m'avoir, Mhm. pendant que tu m'avais et après que tu m'avais. Mhm. Et j'ai découvert plein de choses que ce serait intéressant d'en parler dans un autre live, mais des choses assez très particulières sur pourquoi, quelle est la raison, quelle a été l'envie, quelle a été l'intention derrière de m'avoir. Parce que comme tout est énergie, je sais, donc j'ai demandé à mes parents, quand vous avez voulu m'avoir, pourquoi vous avez voulu m'avoir. Et tu sais, le pourquoi est très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une période où ma mère avait un mindset de guerrière. Il lui était arrivé quelque chose où elle s'était dit, plus jamais ça. Et je décide de vraiment avoir une vie qui m'inspire et de faire selon mes propres volontés. Avant Natal, pendant qu'elle m'avait, et ça, j'ai fait des exercices où j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à ses copines, comment elle pensait, comment elle avait ça, etc. Et après. Et donc, c'est les premiers exercices que j'ai fait pour me connaître, déjà. Et ça, c'est quand je l'explique, j'ai mon Quentin qui nous regarde, je crois que je l'ai vu, je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'est des exercices que je lui ai dit, que j'avais partagés. Mais c'était ça. Allez demander à vos parents pourquoi, quel a été le pourquoi de votre venue. Quelle a été l'intention de vous avoir? Est-ce que c'était dans un moment difficile, pas difficile? Pourquoi? Et vous comprendrez beaucoup de choses sur comment vous agissez aujourd'hui. Mhm. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai demandé à ma mère, je te dis juste les derniers exos, hein, mais je pourrais, franchement, et ceux qui nous écoutent là, on a 13 personnes qui nous écoutent et peut-être d'autres personnes en live, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, à me demander des exercices, euh, parce que je l'ai fait depuis 6 ans. Et attention, c'est pas 1 million d'exercices, tu sais, il y en a beaucoup qui disent j'ai 1 million d'outils, 1 million de techniques. Non, non, c'est une petite poignée d'outils qu'on utilise encore, encore et encore. Et le dernier exercice que j'ai fait, j'ai demandé à ma mère, je lui ai demandé, c'est quoi les actions dans ta vie où je t'ai déçu, mais complètement déçu, où t'as été, où presque tu t'es demandé pourquoi je t'ai en fils, quoi. Où vraiment je t'ai fait de la peine, etc. C'était difficile pour elle de chercher des trucs, mais c'est marrant parce que j'ai pu ressortir des infos. Et ensuite, elle m'a donné des contextes. Et moi, je me suis dit, tiens, là, je l'ai déçu, mais j'ai pas l'impression de l'avoir déçu. Et comment j'ai réagi dans ce truc-là?
Et je me pose des questions. Et je me dis, ah, en fait, je me rappelle que j'étais dans la culpabilité là, ou alors j'étais dans la colère. Et après, je me dis, OK, c'était quoi les bénéfices de ça? Comment ça a créé l'homme que je suis devenu aujourd'hui? C'est un exemple, tu vois, pour répondre à ta question, l'exercice. Bien sûr. Il y en a plein que je fais, que je serais ravi de partager. Mm. Mais voilà, c'est pour répondre à ta question, ça en fait partie. Moi, j'adore ces Mais trucs-là. merci de partager ça parce que je pense qu'il y a certains entrepreneurs, enfin moi je vois deux types d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui font ce qu'ils font pour gagner leur vie et des entrepreneurs qui sont, euh, euh, différemment conscients, je vais les appeler parce que je vais pas les Mhm. appeler les entrepreneurs conscients parce que Ouais. pour pas faire un clivage, mais conscients différemment, qui vont chercher, qui vont écouter ce qui se passe au fond d'eux, ce qui s'est passé dans leur histoire pour lever des blocages, pour vivre la vie qui les inspire et pour avancer plus rapidement. Ouais. Et souvent, ce contexte de crise peut mettre en évidence des choses euh, que l'on n'est pas allé travailler et Mhm. donc, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, dans cette période de crise, d'aller se poser certaines questions par rapport à ce qui est en train de se tramer autour de nous? Je dirais pas que c'est nécessaire, je dirais que c'est primordial. C'est-à-dire que pour moi, hein, je dis bien pour moi, hein, j'ai pas la science infuse, mais ça peut aider quand même beaucoup de personnes. Pour Mm. moi, vraiment la manière de pouvoir vivre une vie qui t'inspire, c'est de clairement définir ce que tu veux pas et de vraiment pouvoir définir clairement ce que tu veux. Mm. Et quand je dis ce que tu veux, c'est sur différents points de ta vie. Autant sur ton business et pourquoi tu veux, autant sur ta vie de couple, que sur ta vie émotionnelle, que sur ta vie spirituelle, etc. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Euh, Moi, ça a été mon éducation. C'est pour ça que dans mon branding, j'ai vraiment une partie éducative. Euh, j'ai jamais été puni, comme on pourrait dire. Je n'ai pas été un enfant puni, mais mes parents me répétaient toujours trois choses. Et c'est ultra fort. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des enfants, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je partagerai à mes enfants. C'est quand je faisais une connerie ou mal quelque chose, ou j'étais dans mon mode enfant ou ado, énervé, etc. Ma maman me disait toujours, mets-toi à la place des autres, remets-toi en question et prends la responsabilité de ce que tu fais. Et le Mm. troisième, c'est la base de tout le développement personnel que tu peux lire dans tous les livres. Tu te demandes c'est quoi le dénominateur commun des gens qui réussissent? Ils prennent 100% la responsabilité de leur acte. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui fait et mon père du développement personnel. Hein. Ils n'utilisent pas des livres, etc. C'était inné chez eux, de par l'expérience. Euh, et en fait, ma mère me disait ça quand j'avais 8 ans, en fait. Et quand tu as 8 ans, tu comprends rien, en fait, à ça. Donc, quand je faisais une connerie, à la place de me punir, elle me disait, OK, t'as fait ça. Et si t'étais à sa place, comment t'aurais réagi? Et je disais, mais laisse-moi tranquille, je m'en fous, et je partais dans mon coin. Elle me disait, il comprendra. À chaque fois, elle me disait, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard. Là, je comprends. Et à Mais quel moment vu t'as compris là, ça... à l'âge de 12 ans, 12 ans, hein? Ouais, c'est quand... tôt, hein. C'est là où j'ai Mm. fait mes premières expériences pro. 12 ans, comme je t'ai dit, c'est là où j'étais hyper mal dans ma peau. C'est là où ma mère m'a toujours dit, en fait, bah, construis-toi toi-même. Ça, c'est une phrase à 12 ans. C'est, tu veux quelque chose dans ta vie, construis-toi toi-même. Attends Mm. pas à ce que les autres peuvent te léguer en héritage ou en truc. Attends pas à ce que les autres viennent te donner la main, etc. Par contre, sois là pour eux. Et donc, c'était des valeurs et des croyances très fortes. Donc, j'ai commencé, si tu veux, Alors, le développement personnel, tu commences depuis que tu es né, enfin, du moins depuis que tu es conscient. Mais ma pratique du développement personnel, j'ai commencé à 12 ans. Donc, tu vois, c'est juste que j'étais tôt dans le process. Les gens me disent, mais waouh, comment tu fais aujourd'hui pour avoir ce niveau de pensée, etc. J'ai commencé à 12 ans, en fait. C'est Ouais. tout. T'en as, ils vont commencer à 40, Mm. à se poser des questions sur. T'en as, ils vont se réveiller, ils vont avoir 45 ans, ils vont se dire, en fait, je fais un boulot que j'aime pas. Mais moi, en fait, dès que j'étais jeune, et même dans le choix de mes études, c'était pareil. Je disais, bon, j'ai su ce que je voulais faire, parce que je savais ce que je voulais pas et je savais ce que je voulais. Donc, en troisième, quand il fallait aller au lycée, je disais, ah, bah, je veux faire ça. Ok, il faut faire quoi pour faire ça? Ah, il faut avoir 12 de moyenne. Bon,
bon, allez, je vais bosser parce que j'ai envie de le faire. Et je le sais. Et j'y allais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça parce que je voulais. Donc, une grande liberté. J'ai toujours eu quelqu'un qui avait une grande liberté de faire ses erreurs et ses réussites. C'est ma chance que j'ai eue. Et donc, à partir de ça, quand tu as évolué au niveau de tes choix, en fait, des choix que tu as fait, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu as fait des choix en termes d'environnement, en termes de personnes qui t'entouraient. Et Ouais. à quel moment, en fait, tu as pris conscience que tu devais maîtriser, en fait, des éléments qui étaient extérieurs à toi, parce que tu avais déjà fait tu avais une connaissance de toi déjà, et à quel moment tu t'es dit l'environnement a aussi un impact sur ce que je peux devenir? Euh, pour moi, il a commencé avec le fait de côtoyer comme on a dit tout à l'heure sur le Les mastermind, les masterminds. 5 Ok. personnes que tu presses le plus. Donc, c'est vraiment ça. C'est euh, euh, la qualité de tes relations, les endroits où tu vas, c'est-à-dire les séminaires, enfin, tu vois, les séminaires, les conférences, etc. Et pour moi, ça a été les voyages aussi, de changer d'environnement. Quand je savais que je suffoquais un petit peu, je disais, bon, allez, je pars. Et comme j'ai fait en septembre dernier, j'ai dit, bon, bah, je prends un mois, je pars au Japon. Donc, j'ai pris mon PC, je suis parti seul au Japon. Et là, j'ai pris du temps pour moi. Donc, pour moi, changer d'environnement, c'est aussi être dans un mouvement, de pouvoir être en mouvement. Mais l'environnement Mm. change constamment. Là, tu vois, aujourd'hui, je travaille de chez moi. Et après le confinement, justement, je me suis associé avec des amis où on va travailler dans un bureau. Et donc là, je vais rechanger d'environnement. Donc, je vais aller remettre une dynamique à, à mon business. Mhm. L'environnement, il est jamais stable. Enfin, comment dire? L'environnement peut être stable. Tu peux être dans la même routine. Mais si tu veux après essayer d'évoluer ou essayer de changer ta manière de penser, change ton environnement. Et c'est faire des tests. Tu vois? Donc, ça, D'accord, ça a été ça. intéressant. Ok. Et parlons maintenant de ta partie business. Ok. Comment toi, en fait, tu vis cette crise? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de l'entreprise en termes, enfin, je te laisse le choix en fait de parler de ce que tu veux. Qu'est-ce qui a changé dans mon business par rapport à quoi? En termes de est-ce que les gens qui sont dans ton entreprise, euh, tu les fais réfléchir d'une certaine façon pour trouver des opportunités différentes ou est-ce que déjà le modèle de base est adapté à cet environnement confiné? Ouais, ça me fait penser à quelque chose justement qui est en rapport avec ça. Euh, Là, dans mon business où j'ai dû le plus travailler, ça a été sur ma relation avec les autres. Et par rapport à toi, ce que tu fais, où tu es spécialiste des blessures émotionnelles, moi j'ai la blessure du contrôlant. Donc tu sais, dans Mm. la blessure du rejet, de l'abandon, etc. Moi j'ai le masque de la trahison. Enfin non, j'ai la blessure de la trahison avec le masque du contrôlant. En business, ça a été très dur pour moi de lâcher prise quand je travaillais avec des autres. Je voulais toujours essayer de voir ou d'aller regarder, pour aller recorriger, pour aller dire non, c'est pas ça, ou donner des tâches aux gens. Je me rappelle avec mon premier associé Aurélien, en fait, comme à l'école, où je lui disais, bon, allez, tâche 1, tâche 2, tâche 3, allez, Aurélien, tu fais ça. Sans forcément dire qu'est-ce que toi tu veux, comment tu ferais les choses, etc. Parce que vu que je voulais contrôler, Aurélien m'a énormément appris à lâcher prise sur ça et faire davantage qu'on était le cas. Après, j'ai eu mon pote Max qui est rentré aussi, qui est parti pour un autre. Les deux sont des autres projets qui les inspiraient plus. Mais Mhm. mon plus grande évolution dans mon business, c'est là où j'essaie le plus de travailler, c'est ma relation avec les autres. C'est de me dire quelle est la limite entre être contrôlant pour surveiller, mais dans un mode bienveillant, ou l'autre, un peu, tu Mhm. sais, le négatif, celui qui va tout le temps contrôler et qui a besoin de manager. Donc aujourd'hui, j'arrive à avoir cet équilibre-là et je teste. Mais ça, tu peux que comment dire. Et c'est ce que je disais dans une autre interview que je faisais, c'était que
La meilleure équipe que tu peux avoir, elle ne se crée pas au début. Au début, tu as toujours avec quelqu'un où soit ça se passe bien, ou soit ça se passe mal, ou alors il y a quelque chose. Et après, tu revois et tu rechanges, et tu rechanges. Et après, tu as un salarié, tu vois ça et tu affines. Pour moi, elle se crée au fur et à mesure des expériences que tu as pu faire aussi, découvertes Mm. personnelles et de tes propres évolutions au niveau de tes blessures, etc. Mm. Et ce genre d'événement a permis aussi dans ton entreprise de renforcer, je sais pas, un esprit d'équipe ou à créer une dynamique différente? Complètement. Sur principalement, et ça c'est ce que je mets en compte, et c'est ce que je reproche un petit peu aujourd'hui aux entreprises, c'est elles n'ont pas de vision. Elles n'ont pas de vision. Elles ne savent pas où aller. Et elles n'ont pas de valeur. Quand tu regardes une entreprise aujourd'hui et que tu poses des questions aux employés de l'entreprise, tu leur demandes pourquoi vous travaillez Mm. là, et ils vont te répondre parce qu'il faut bien vivre. Et ça, je trouve ça horrible en fait. C'est-à-dire que l'entreprise travaille avec des salariés qui ne sont pas du tout alignés avec Mm. les valeurs. Ouais. Mais des fois, c'est même pas aligné avec les valeurs, c'est que des fois, il n'y a même pas de valeurs. On ne sait même pas ce que c'est Mm. les valeurs. Donc, Mm. tu vois, c'est même pire. Et, et le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir driver les gens sur, euh, sur cette vision. Et aujourd'hui, dans l'équipe là avec qui je crée cette association, c'est être totalement transparent sur qu'est-ce que je veux accomplir et la vision. Est-ce que vous êtes OK là-dedans? Est-ce que ça vous parle? Et comment vous voyez utiliser ce qui vous inspire dans cette vision? Et là, c'est ce que j'ai fait justement avec ces trois personnes qui sont au top, c'est de dire, voilà, moi j'ai une vision et mon message, c'est d'aller remettre de l'authenticité dans le monde du business. Mm. Et ça, je veux le faire au travers de mon personal branding. Mm. Et dans mon plusieurs branches, j'en ai un, c'est le marketing authentique. Comment faire du marketing authentique? Deux, c'est la connaissance de soi. Et trois, c'est l'éducation. Et donc, par rapport à ça, j'ai mes valeurs qui me drive vers ma mission et de ce que je veux amener. Et de mon personal branding où je me filme, je me fais en vidéo et j'inspire les gens. Et donc, pour moi, plus tard, c'est que les personnes avec qui je travaille se disent, en fait, on ne fait pas que du digital. En fait, on n'est pas que là à vendre du Facebook Ads. On est là pour changer un paradigme. Mm. On est là pour renverser un système de pensée. On est là pour aller faire comprendre aux gens que un job, n'importe où tu te trouves dans l'échelle de ton boulot, que tu sois celui qui va que tu vas laver le sol ou que tu sois le CEO, tous ont la même pied d'égalité au niveau de la valeur qu'ils apportent. Tous. Mm. 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 Et donc ça, c'est toujours c'est un élément qui est un truc qui m'a passionné. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du, du technicien de surface, on va l'appeler, ou je ne sais plus comment on dit en mode familier, technicien de surface, mais homme de ménage, de l'homme de ménage de l'aéroport de Johannesburg. Est-ce que tu connais cette histoire? Non. Ok. Je te conseille d'aller voir. Tu tapes Robin Sharma, aéroport Johannesburg, et tu vas tomber sur Robin Sharma qui est un entrepreneur à succès et qui fait une interview d'une personne qui, on va dire être grossier, qui nettoie des chiottes. Et le mec, il te raconte à quel point il adore ce qu'il fait et que les chiottes, il ne appelle pas les chiottes, il les appelle son bureau. Et lui, sa mission, c'est de pouvoir amener la meilleure expérience possible de toilette dans un aéroport Mm. dans le monde. C'est sa mission. Et donc, il veut toujours que ce soit clean. Il veut que quand les gens rentrent, ils aient le sourire quand ils rentrent aux toilettes. Tu as déjà pris un avion, tu sais que quand tu rentres dans les chiottes, tout le monde a la tête baissée, ça pue. Et lui, il s'est donné comme mission Mm. de pouvoir être les chiottes d'aéroport là les plus accueillantes au monde. Le mec, il nettoie des chiottes, Mm. mais il a réussi à relier ce qui est important pour lui à l'action qu'il fait. Et ce mec-là, je suis sûr qu'il est beaucoup plus heureux que celui qui dirige tout l'aéroport de Johannesburg. Bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est que si tu arrives demain à avoir des employés et à comprendre leur monde, à comprendre ce qui les inspire, à comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, et à créer des tâches par rapport à eux et à les faire Mm. créer leurs tâches, en fait. C'est pas toi qui dis, bon, bah, tu vas faire ça, ça, ça. C'est plutôt de dire, en fait,
j'ai une liste de tâches, mais comment cette tâche-là, elle peut permettre de faire grandir tes valeurs. Je ne sais pas, comment faire du Facebook Ads peut t'aider si tu as la valeur famille à avoir une vie de famille plus épanouie. Et ben, tu vas lister des bénéfices, tu vois, pour ça, ou tu vas essayer de faire quelque chose. Et plus tu arrives à matérialiser un bénéfice dans les actions que tu fais, plus tu pourras avoir une vie inspirante, un job inspirant, un business inspirant. Et des employés engagés. Exact, complètement. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est ton histoire, le fait d'avoir compris qu'il était essentiel pour toi de te relier d'avoir ce pourquoi, de faire des choses qui sont complètement en lien avec qui tu es, avec ton histoire. Et en fait, tu transmets ça dans ton entreprise où tu aides aussi tes employés, tes partenaires à faire la même chose pour qu'ils s'approprient et qu'ils trouvent un sens fort dans ce qu'ils font est-ce que ça permet d'avoir des résultats ben, au-delà de ce que la moyenne des entreprises peuvent avoir? Complètement. Complètement. T'imagines pas des personnes motivées à faire quelque chose qui ne leur Hmm. appartient pas, mais qui peuvent s'épanouir là-dedans. C'est tout simplement magnifique, en fait. C'est que tu dis, putain, je vais passer 40 ans dans un job, mais en fait, ce job, il me fascine, il me fait grandir, en fait. Donc, c'est un régal. T'imagines, c'est comme si tu prends, Xavier, la chose que tu aimes le plus au monde, et imagine-toi faire une activité professionnelle avec le même niveau d'amour que tu as pour ce que tu apprécies le plus en ce moment. Et là, tu te Hmm. dis, mais c'est ouf. T'imagines si tu kiffes autant être avec ta famille que tu kiffes aller travailler. Hmm. Ça t'inspire. Et tu Ouais, vois, c'est là où les entreprises aujourd'hui, elles commencent à connaître le télétravail. Moi, hmm. j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le télétravail. Les gens rigolaient un peu. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que le télétravail, ça fonctionne. Hmm. Pour moi, il y a énormément d'entreprises, de chefs d'entreprise qui font attention, hein, de pas beaucoup de chiffre d'affaires à des millions, mais qui se connaissent même pas en fait. Hmm. Je connais des boîtes qui font 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, 50 millions d'euros. Tu regardes leur CEO, ben en fait, ils sont pas inspirants en fait. Ouais. Ils sont passés à l'action, ils ont mis en place des choses, mais sans conscience, comme on disait là. Ouais. Je prends mon exemple. Dis-toi, je travaillais au Crédit Agricole. Et écoutez-moi là-dessus parce que c'est hallucinant. C'est que je travaillais au Crédit Agricole. Je te jure, si tu demandes à mes amis, tu leur envoies, hein, je leur parle pas. Si tu leur envoies un message et tu demandes quelle est la vision du Crédit Agricole par rapport à Maxime, tout le monde va te dire, mais Maxime, c'est un fan absolu du Crédit Agricole sur l'environnement. Par contre, si je te dis le directeur de Crédit Agricole de chez nous ici, il n'est pas inspirant en fait. Il n'est pas inspirant. Hmm. C'est le PDG. Bon, je vais pas dire son nom, mais je pourrais. Moi, j'adorais. Tu sais, ouais, ça me donne envie de faire une interview avec lui parce que quand je demande à mes amis du Crédit Agricole, qu'est-ce que vous pensez de vos supérieurs et qu'ils me disent, ouais, machin, en fait, je me dis, mais c'est terrible. C'est qu'en fait, ils véhiculent rien. C'est purement politique ou purement ça. Hmm. Et je me dis, Hmm. mais ces mecs-là, ils sont bien plus que ça. Donc, je prends l'exemple du PDG Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Il est bien plus que le PDG de Provence-Côte d'Azur. Ce mec-là, il a des valeurs. Il a peut-être quelque chose qui le fait grandir. Il a des passions. S'il faut, il adore le Japon, tu vois. Et ça peut être un point commun que j'ai avec lui. Ou alors, ça peut être n'importe quoi. Il adore voyager, il adore faire quelque chose. Mais le truc, c'est que les gens, ils osent pas exprimer leur authenticité et se montrer vulnérables. Et donc, tu te Hmm. retrouves avec des chefs d'entreprise CEO politiquement corrects, mais qui humainement sont bidons, Hmm. ou attention, humainement dans leur cercle où ils sont authentiques, ils sont exceptionnels, mais à une grande échelle avec plusieurs employés, où ils n'arrivent pas à refléter ça. Et Hmm. donc tu vois, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. C'est que moi, demain, je dirige 3000 employés en local, mais mon objectif, c'est d'aller voir mes employés, de voir ce qui les inspire et de les faire grandir en tant que personne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ton job? Comment tu pourrais faire? Mais à tous les niveaux d'échelle. Et il y a énormément de jeux d'ego aussi quand tu rentres dans des boîtes, dans les trucs. Et pour moi, c'est pour ça que j'ose parler de ça. Et tu vas voir que dans les années à venir, ça va beaucoup parler. Parce que là, ce que je dis, je peux me faire défoncer. Tu vois, je mets un message comme ça et je vais le faire.
tu vois, c'est que j'ai envie d'aller me faire défoncer aussi sur les réseaux sociaux parce que les nouvelles entreprises dans 20 ans, parce que ces mecs-là qui ont 50 ans, dans 20 ans, ils sont plus là. Mm. Ils sont plus là, ces CEO de la vieille époque. Ils seront plus là. Donc, Et les générations qui arrivent, en plus, on en exact. parlera. Les générations qui arrivent vont être complètement différentes. Les Mm. générations qui arrivent là, ceux qui ont 10 ans maintenant, mais ceux qui, dans 10 ans et dans 15 ans, les premiers entrepreneurs qui vont avoir peut-être 20 ans, qui vont monter leur boîte et qui vont créer des multinationales, ces mecs-là, ils vont avoir un autre système de pensée. Ils vont vouloir être plus authentiques, plus ouverts. Donc, c'est ça aussi que j'aimerais casser. C'est que ces entreprises aujourd'hui, là où tu as des personnes qui ont, alors attention, de 30 ans à 60 ans, ben, il faut aller casser les codes et il faut aller remettre de l'authenticité et aller bousculer un peu ça. Et ça, c'est ma mission aussi en tant que personal branding, donc de Maxime Meyassou, d'aller remettre de l'authenticité là-dedans. Et je sais qu'il va y avoir de la friction parce que je vais pas plaire à tout le monde. Mais c'est en voulant plaire à tout le monde qu'on plaît à personne. Mais j'adore ce message parce qu'en fait, l'authenticité, moi, c'est une de mes valeurs les plus hautes. Et j'ai toujours prôné l'authenticité. Je sais que ça n'a pas été toujours à mon avantage, mais en fait, en étant aligné avec moi-même, j'ai toujours trouvé ça essentiel. Et en fait, je vois que de plus en plus, maintenant que je crée mon entreprise, en fait, c'est bénéfique. C'est bénéfique et là, tu es en train de me dire que c'est clairement essentiel dans une entreprise, même pour fédérer ses employés, ses collaborateurs à toute échelle, c'est de remettre cette authenticité, des valeurs C'est qui clair. sont partagées par tout le monde dans le business. Donc ça me rassure aussi de voir qu'il y a C'est des exactement ça. entrepreneurs comme toi, quoi. Et retiens cette phrase aussi que ça me fait plaisir de te partager. Les entreprises slash les personnes, les marques, tu peux mettre ce que tu veux, mais tu peux mettre moi je mets les entreprises qui vont le plus réussir, que ce soit financièrement ou humainement dans les 10 ans à venir, c'est les entreprises qui auront apporté le plus de valeur. Ceux qui Mm. gagnent à la fin, c'est ceux qui auront apporté le plus de valeur. Mm. Et aujourd'hui, c'est la question à se poser, comment on apporte de la valeur? Et j'ai quand même une opinion parce que je gère des entreprises de différents secteurs, de différents chiffres d'affaires, de moins de 100 000 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, où je gère leur marketing. Et tu te rends compte qu'il y en a, ils communiquent même pas avec leurs clients. Ils communiquent même pas avec leur audience. Ils savent même pas qui c'est. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui vont morfler et se faire prendre le marché parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, plus humains, qui vont oser se montrer, qui vont oser être vulnérables, qui vont oser être authentiques et qui vont apporter 100 fois plus de valeur. Mm. Oh. Ouais, c'est génial. Mm. Et ça, c'est ça. C'est terminé. Et donc, Mm. maintenant, la question à se poser, c'est comment on fait pour apporter le plus de valeur? Et là, on est aux discussions qu'on a dit avant, c'est comment tu veux apporter de la valeur si tu ne te connais pas toi-même? Mm. Comment tu vas apporter de la valeur si tu sais même pas ce que c'est tes blessures, si tu sais même pas ce que c'est ce qui t'inspire, si tu sais même pas ce que c'est ta vision, si tu sais même pas avec quelle personne tu veux te fréquenter, si tu n'as même pas un plan défini de ce que tu veux faire. Et donc pour moi aussi ma vision, au travers d'aller remettre de l'authenticité dans le monde du business, c'est de pouvoir aider les gens à trouver leur authenticité. Et aujourd'hui, j'ai pu me construire une sorte de roadmap de comment être authentique. Et tu vois, je te l'ai montré, hein, c'est ce que j'appelle ma Bible. Et là-dedans, j'ai plein d'exercices. Et j'ai des clients à moi que j'avais aussi en coaching parce que bon, j'ai arrêté ça d'accompagner des personnes sur leur entreprise. Mais pour les 2 clients que j'ai, c'est là aussi où je travaille dessus. Qui tu es? Qu'est-ce qui te bloque? Et bam, aller taper dans l'authenticité. Pour moi, c'est ça. Et après, Mm. c'est découvrir ton super pouvoir. Pour moi, mon super pouvoir, c'est ma capacité à. Mon super pouvoir, c'est mon aisance sociale et ma capacité à connecter avec les gens. Tu Mhm. vois, je sais, pour ceux qui nous écoutent, et vous pouvez. Je vous pose la question, tiens, ça ferait plaisir d'avoir aussi dans les Ouais, on commentaires pourrait quelques échanger réponses. avec. C'est est-ce que vous avez déjà voyagé seul? Et est-ce que le fait de voyager seul, ça vous fait peur? Et est-ce que le fait d'aller parler à des gens, des inconnus, comme ça vous fait peur? Mm. Mais si vous me dites non, mais que vous ne le faites pas, me dites pas ça. C'est vraiment est-ce que vous le faites?
Et moi, je sais que c'est mon don. Quand je pars au Japon ou dans d'autres pays, dis-toi, Xavier, j'ai une certitude. Mais quand je te dis une certitude, c'est que je vais être trash. Je vais être trash dans ce que je vais dire. Je pourrais mettre toute ma famille, genre, il y a l'éclair qui s'abat sur eux, que si je me trompe, c'est que j'ai cette certitude que quand je pars quelque part, que je vais créer des connexions avec les gens. Demain, tu me laisses dans un pays où je suis seul, je peux te jurer, mais surtout que je sais que je vais rencontrer des gens extraordinaires et que je vais créer des connexions du tonnerre. Parce que je fais ça depuis des années, des années, des années, des années. Dis-toi, ma mère, je me rappelle, elle me laissait à la crèche ou au truc. Et je pleurais pas, en fait, j'allais vers les autres. Elle me disait, quand je te laissais dans les parcs enfants, elle me disait d'aller tout le temps vers les autres pour leur montrer tes figurines, à leur montrer ce que tu avais, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment les. Donc, je sais pas si les gens ont dit quelque chose, si vous avez déjà voyagé, si vous avez déjà. Hello, hello, les gens. Maxime Président, merci Chris. Dites-nous, en fait, si vous avez déjà. Dites-nous si vous avez déjà voyagé seul et posez-nous des questions, en fait. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage Ouais, il y a sur un petit le décalage. live entre nous et eux, mais posez-nous des questions. Diane, elle nous dit, mon super pouvoir, c'est la connexion avec des guides spirituels. Donc, top, c'est super. Et elle l'utilise Donc, à merveille, donc c'est cool, quoi. complètement. Et après, c'est voilà, comment je peux faire ça et affiner, 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 affiner. Donc, c'est toujours la même chose. Au final, tu te rends compte que on a déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous si on fait des exercices qui vont nous permettre d'aller chercher les réponses et pas d'en accumuler. Tu sais, Xavier, le développement personnel, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. C'est-à-dire que les gens dans le développement personnel, ils vont se dire, cool, je vais lire un livre sur la PNL et apprendre la psychologie. Et ensuite, ils vont dire, tiens, je vais apprendre sur la relation. Et ensuite, je vais apprendre sur ça. Sauf que, en fait, très peu de gens font du développement personnel pour se connaître soi-même, en fait. Ils veulent apprendre des nouvelles choses, mais ils veulent pas apprendre ce qu'ils ont toujours appris et ce qu'ils ont oublié. C'est pour ça que j'aime dire non pas développement personnel, parce que c'est comme tu dis, c'est une accumulation de connaissances de quelque chose qui n'est pas toi. Mais je préfère le retour à soi. Le retour à soi, aller se connaître, aller connaître et découvrir son histoire, aller enlever les blocages qui ont peut-être été créés dans le passé, mais revenir à soi. Revenir à soi et pas mettre du surplus. Parce que c'est souvent quand on met du surplus qu'après on est un peu déconnecté de qui on est vraiment. Parce que les connaissances aussi, c'est les connaissances des autres. Donc c'est des idées des autres, ce qui est bien, mais il est essentiel des fois, et dans cette période de d'être coupé de l'environnement, plus ou moins, c'est une opportunité magique aussi pour aller se connecter à qui on est vraiment. C'est exactement ça. Et tu vois, on a des gens qui nous disent, hein, qui me disent des réponses. Anthony, yes, voyage solo, c'est une expérience, c'est extraordinaire. Et j'ai des amis aussi, Ludivine, et j'ai Paul qui était un ami avec moi, on a fait toute notre scolarité, ça fait plaisir d'avoir un message de lui qui nous dit, mon super pouvoir, c'est que je peux tout apprendre. C'est super, parce que c'est la capacité des personnes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. C'est ta volonté d'apprendre, à quel point tu vas apprendre. Et après, là, il y a la deuxième variable, c'est ta volonté d'accepter le changement. Et à quel point tu es prêt vraiment à faire un sacrifice pour vraiment mettre en application ces choses. Diane qui nous dit le revenir à l'essentiel, à notre nature, faire du développement impersonnel. C'est marrant aussi comme. Donc non, 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 Mais, c'est exactement ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les. Hein. ouais. Mais moi, je me rappelle aussi un événement qui était clé dans ma vie, c'est ce que tu es en train de dire là, c'est de partir seul. Et je suis parti 2 fois seul autour de Ok, l'Europe. Et la trop bien. première fois que je l'ai fait, ça a choqué beaucoup de monde en fait. Ouais. De, de partir, pourquoi seul et en fait, c'était une des meilleures expériences que j'ai faites et où j'ai rencontré le plus de personnes. Clairement, c'est vraiment une des meilleures expériences parce que tu fais face à C'est toi-même
Ou un moment, bien sûr, tu as envie d'être avec toi-même. Et à un moment, comme on est des êtres sociaux, on a cette envie d'aller vers les autres. Et, Complètement. et je trouve que c'est génial de se confronter à ça et de se rendre compte de ça, par soi-même, par l'expérience. Et tu sais, moi j'ai cette croyance, c'est que dans un voyage, tu es beaucoup plus seul à deux que seul. J'adore cette phrase. Oui, eh bien, dans la première fois où je suis parti, donc une partie de voyage, j'étais seul. Ouais. Pendant une semaine, donc c'était pendant 2 semaines, j'étais tout seul. Pendant une semaine, j'ai retrouvé un pote et je me suis senti plus seul en étant avec mon pote que quand j'étais avec quand j'allais dans des auberges de jeunesse et que j'allais au gré du vent Complètement. rencontrer des personnes. Et je suis tout à fait d'accord et ça forme beaucoup sur l'ouverture aux autres, je trouve, le voyage seul. Complètement. Et moi, je le mets vraiment sur un piédestal. Dis-toi, dans un coaching que j'ai fait avec une personne, Antoine, alors je ne sais pas s'il nous regarde en replay, etc. Mais Antoine, à un moment, je l'avais en coaching avec mon pote Max. Et Antoine nous dit, allez, j'ai envie de changer mon environnement et je décide de partir voyager seul. Et moi, je fais, waouh, super, trop bien, tu vas voyager seul. Et je lui dis, tu vas voyager où seul? Il me dit, je pars à Avignon. Et là, il y a un blanc, et je lui dis non, 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 non. Ça, c'est parce que tu as peur. Ça, c'est parce que tu as peur de prendre l'avion et de partir plus loin que de chez toi. Mm, Il n'avait mm, jamais pris l'avion. Et je lui ai dit, tu ne pars pas de ce coaching tant que tu n'as pas acheté ton billet d'avion. Il voulait partir au Portugal, mais il avait trop peur. Je lui ai dit, tu ne pars pas de ce coaching tant que tu n'as pas pris ton billet d'avion au Portugal. mm, Et il a pris le billet d'avion au Portugal, qui coûtait super cher. S'il avait attendu une semaine de plus, il aurait payé moins cher. Et je lui ai dit, non, non, tu l'achètes. mm, Et il l'a acheté. Et il est parti. Et ce qui est magique, c'est que quand il est arrivé au Portugal, il est resté, il a fait une dépression pendant une semaine. Il est resté dans son logement une semaine sans voir à regarder Netflix. Mais comme tu as très bien dit, l'homme est un animal social. Et sur son voyage de 3 semaines ou un mois seul, il était avec les gens. Et donc au début, il y allait, il avait peur. Et après, il a rencontré des gens, il nous a partagé ses trucs. Et c'était une des plus ses belles expériences de vie. Donc, en fait, c'est que c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte de des bienfaits d'un échec et de la peur. mm. Et tu vois, dans les questions, là, on a Ludivine qui nous dit: As-tu un livre à conseiller pour le développement personnel? Mm. J'en ai deux pour le coup. Ce que je considère comme des armes, ces livres sont vraiment des armes, hein. Quand je dis des armes, c'est vraiment à considérer comme des armes blanches. Il y en a deux. Il y a celui-là. Il y a, en français, c'est Plus malin que le diable, ou en anglais, mais Lulu, toi, tu sais lire en anglais, donc Outwitting the Devil. Et le deuxième, et mon préféré, je ne sais pas si tu as déjà lu Xav, c'est Demandez et vous recevrez de Jerry et Esther Hicks. Non, mais je me suis C'est, noté un. Mm, c'est pour comprendre comment, c'est les meilleurs, mais vraiment, de loin, et de très très loin. mm. Donc c'est Mm. ces deux livres que je recommande. Mais dans ce que tu dis, c'est lire un livre, mettre en application et relire aussi, c'est ça? En fait, comment dire? Un livre, c'est comme manger. C'est-à-dire que tu nourris ton cerveau. Mais est-ce que tu vas me dire, non, Max, j'ai déjà mangé il y a 2 ans? Tu me dis, ah non, tu manges tous les jours. Tu vois, et si je te dis, Xavier, tu as déjà mangé des pâtes? Tu me dis, ouais, il y a 4 ans. Mais qu'une seule fois, hein. Non, des pâtes, t'en manges régulièrement. Et avec les livres, c'est la même chose. Mm, Considère un paquet de pâtes que tu manges régulièrement comme un livre. C'est con ce que mm, je dis, mais c'est-à-dire qu'un mm, livre, il se lit pas qu'une fois. Et tu vois, il y a un mythe qui existe dans. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Tu sais, souvent on dit que les gens successful lisent 50 livres par an. Tu as déjà entendu mm, ça ou pas? C'est un mythe en fait. C'est que les gens successful lisent, attention, 50 livres par an, mais ils relisent les livres qu'ils ont déjà lus en fait. mm. Les gens ont l'impression qu'il faut aller constamment rajouter des livres, rajouter des livres, rajouter des Ouais. livres. Moi, j'ai arrêté de rajouter des livres et je relis constamment mes livres. Là, Mm, celui-là, je mm, l'ai mm, mm. fini et je le relis, tout Ouais, simplement. bah, clairement. Et Ouais. je le relis, mais là maintenant, en fait, non, ça fait 3 fois parce que ce livre, je l'ai lu une fois. Ensuite, j'ai écouté le livre audio de ce livre et là, je le relis en prenant des notes. Donc, ça fait la troisième fois et je l'ai commencé depuis le confinement.
Donc, c'est comme ça, en fait, où tu apprends vraiment. Mm. Et un grand conseil, parce que là, on est 12 personnes qui nous écoutent, mais d'autres nous écoutaient aussi avant, c'est que si vous lisez un livre de développement personnel, le plus important, c'est les exercices, en fait. C'est pas vraiment ce qu'il y a à côté. C'est faites les exercices et refaites-le. Mm. Et moi, j'ai un calendrier d'exercices. Tous les 3 mois, je fais cet exercice et ensuite cet exercice, constamment. Mm. Donc la rigueur aussi. Mais la rigueur, mais ça m'inspire. Le truc, c'est Mm. qu'il y a les gens, tu sais, il y a cette phase-là que j'aime énormément. C'est Robin Sharma qui en parlait et c'est la phase d'habitude. Tu sais que ce qui régit nos vies, c'est des habitudes. On a des pensées qui nous créent des émotions. Ces émotions nous font faire des actions. Ces actions nous entraînent dans des schémas de pensée, de répétition, qui nous font avoir après des trucs que tu répètes encore, encore et encore. Tu es OK là-dessus. Mm. Sauf que on se rend compte que, et c'est Robin Sharma qui a bien schématisé ça au niveau des pensées, c'est que une ancrée vraiment comme étant une habitude que tu fais instinctivement, il faut 66 jours. Mais dans ces 66 jours, tu as 3 phases de 22 jours. Tu as une première phase qu'on appelle qu'on appelle la destruction. C'est-à-dire que quand tu commences une nouvelle habitude, tu es pas bien en fait. Demain, t'imagines, tu n'as jamais fait de sport et tu décides d'aller à la salle de sport. Tu vas pas être bien en fait. Tu vas être en PLS, tu vas dire putain, pourquoi je fais ça? Il pleut dehors, ça me saoule en fait, je vais pas y aller. C'est ce qu'on appelle la phase de destruction. Et cette phase dure 22 jours. Quand tu Mm. arrives à dépasser ça, tu rentres dans une phase de doute. C'est-à-dire, tu le fais, mais tu doutes toujours. Donc, tu vas y aller, mais tu dis, bon, voilà, mais tu vas un petit peu quand même, mais ça te fait chier. Et ensuite, tu rentres dans une phase d'intégration. Et ça, c'est les 22 derniers jours. Et après, tu as, t'as la phase d'adaptabilité. Et ensuite, la dernière, c'est phase d'intégration où c'est en toi. C'est le Mm. 66e. Et donc, aujourd'hui, les gens veulent changer leur vie, mais veulent que tout se passe bien en le faisant. Alors qu'en fait, le meilleur moyen de changer sa vie, c'est de voir que vous faites des actions où vous dites, mais putain, ça me fait chier, ça se passe pas mal, ça, machin. Et les gens, en fait, il se passe ça. Les gens qui peuvent être, je sais pas, chez eux et qui ont pas forcément de boulot, qui se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire, etc. En fait, ils ont des idées, mais ils veulent que tout se passe bien. Alors qu'une habitude, pour qu'elle se passe bien, elle doit se passer mal au début. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est ce fait de sortir aussi de la zone de confort, quoi. C'est une nouvelle habitude, au final, se situe en dehors de la zone de confort de l'actuel. Complètement. Mm. On en parle beaucoup de zone de confort, mais pour moi, ça veut tout et rien dire. La zone de confort, il faut la pratiquer, en fait. Mais il faut vraiment savoir définir. En fait, tu vois, et je vais est-ce que tu m'autorises à te lire un petit passage du Ah ben livre? ouais, C'est vas-y, 3 phrases. ouais. C'est un résumé du livre Plus malin que le diable. Et à la fin, on pose la question et on demande si on devait résumer. En fait, Conversation avec le diable, c'est tout simplement Napoléon Hill qui a eu une discussion avec le diable. Donc, on peut dire comment il a une discussion avec le diable. Il a créé par rapport à un mastermind. Il s'est connecté à son esprit. Il a pris de l'information. Bon, lisez le livre, vous verrez. Et il dit si on doit résumer comment on arrive dans un succès des gens, et il parle de ce qu'on appelle definiteness of purpose. Definiteness of purpose, ça veut dire quoi? C'est un objectif clairement défini. Les gens qui réussissent dans la vie savent clairement ce qu'ils veulent. Je prends mon cas, c'est aller remettre de l'authenticité dans le monde du business et aider le plus de gens possible à retrouver leur authenticité. Deuxième point, créer un plan défini en direction de ce but. Donc, moi, cette mission-là, c'est d'aller remettre de l'authenticité. Mon plan, c'est quoi? C'est de le faire au travers de mon personal branding. OK, comment je gagne de l'argent? Grâce avec mon objectif de digital marketing, qui répond à un besoin. Et tu vois, je lis des trucs comme ça. Mhm, Donc, c'est mhm. clair dans ma tête. L'autre point, c'est engager l'aide des lois de la nature avec le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique, c'est quoi? C'est tout simplement euh, ce qu'on peut appeler la loi de l'habitude. Donc d'avoir une pensée répétée encore, encore et encore, qui devient une croyance, qui devient une habitude. Donc le but, c'est ça. Un but clairement défini, un plan précis et harmonieux en direction de ça, des pensées harmonieuses en direction de cet objectif. Et le deuxième et dernier élément, c'est
utilisez l'outil du temps pour vous aider à aller atteindre cet objectif. Donc, c'est une question de temps. Faire, et Kevin Trudeau en parle beaucoup, c'est faire les. Enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est Napoléon Hill qui en parle aussi énormément, c'est faire les bonnes choses de manière régulière. Les gens sont trop impatients. Si tu as un but, si tu as un plan précis, si tu es harmonieux dans tes pensées, là où les gens dérivent vers le diable, donc dérivent vers ce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils veulent les choses trop vite. Donc c'est ça aussi le partage un petit peu. Est-ce que tu m'entends, Xavier? Ça a bugué, je t'entends plus. Ah, je t'entends plus. Xavier a un petit problème de micro. Ça arrive, ça arrive. Je vais regarder en attendant si on a peut-être des questions. Diane, qu'est-ce que tu conseillerais pour être plus à l'aise quand on voyage avec les autres? Je viens plutôt en solitaire. Qu'est-ce que je pourrais conseiller pour voyager davantage? Yes. Ok, là je t'entends, Xavier. Je réponds en même temps à une question. Ouais. Donc, qu'est-ce que je conseillerais pour être plus à l'aise quand on voyage seul? Euh, de se donner un challenge, de se dire, de se donner une intention. C'est vraiment poser une intention, de dire, tu voyages seul et tu te lances un défi et tu vas dire, aujourd'hui, dans mon auberge de jeunesse ou dans l'hôtel où je suis, je me lance le défi d'aller parler à 3 personnes. Cette intention-là. C'est les pratico-pratiques. Hein. Émilie qui nous dit qu'est-ce qui est si sensationnel avec Napoléon Hill? Qu'est-ce qui est. Ok, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce qui est si sensationnel avec Napoléon Hill? C'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, où tout le monde veut créer un livre, où tout le monde se considère comme entrepreneur, où tout le monde a une entreprise qui génère un peu d'argent et tout de suite se positionne comme le nouvel entrepreneur à succès, ou comme celui qui veut guider les autres, etc. Napoléon Hill, c'est une personne qui, avant d'écrire ses premiers livres, a attendu 20 ans. Aujourd'hui, nous, dès qu'on a 1 an d'entrepreneuriat, 2 ans, on se dit, bah tiens, je vais écrire mon livre, comme ça je vais le publier et je vais pouvoir devenir expert dans mon domaine. Napoléon Hill a quand même attendu 20 ans avant de le faire. Et la seule différence, c'est que Napoléon Hill aussi est allé rencontrer les 500 plus grandes fortunes du monde en 1930, les Rockefeller, Ford, Andrew Carnegie, qui était l'homme le plus riche de la planète et qui est même, sa monnaie, si on devait la convertir aujourd'hui, plus riche que Bill Gates. Et toutes ces personnes-là. Donc voilà, pour que les 6 sensationnels pour le coup. Je sais faire la même chose, l'envie n'est pas là, j'ai peut-être du mal à assumer. Donc ouais, la pratique. Donc non, c'est cool, on a eu de bonnes. Ça fait déjà 1h08 qu'on est en live. Ouais. Donc c'est. Donc, Est-ce que tu merci avais pour. d'autres peut-être pour revenir? Est-ce que tu avais peut-être pour conclure ou tu voulais Ben ouais, terminer sur quelque chose? par rapport à tout ce que tu nous as partagé, peut-être les entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner supplémentaire pour ben, faire de cette crise une opportunité pour eux et pour leur business? Oui, alors je dirais vraiment pouvoir faire des exercices et aller découvrir qui vous êtes réellement. Donc ça, vous pouvez soit aller voir Xavier, qui est spécialiste là-dedans, pour lui poser des questions également, et je vous encourage vraiment à aller travailler sur vous. Xavier peut vraiment vous aider là-dessus. Soit, moi, je suis pas coach, hein, donc je suis plus quelqu'un qui inspire les gens, mais je suis pas coach. Xavier est vraiment coach, il a des méthodes. Moi, j'ai des exercices que je fais qui s'adaptent à moi, mais qui peuvent être partagés aussi. Donc, si vous m'envoyez un MP, je peux vous envoyer des messages. Pour ça, du moins pour ceux qui nous écoutent, hein, Xavier, c'est pour un message de ceux qui nous écoutent. Et le deuxième point, après, je dirais comment faire de cette expérience une opportunité, c'est d'écouter. Écouter le marché, de prendre une perspective d'observateur et de se dire, OK, dans mon marché, comment ça l'a impacté, comment je peux faire différemment. Je vais aller appeler c'est ce que j'ai dit à une de mes clientes, je dis, appelle tes prospects, demande-leur ce qu'ils veulent, comment ils vont changer, comment ils vont faire différemment, et adapte-toi avec un nouveau business par rapport à ça. Posez des questions. Et là, je reviens toujours, demandez, vous recevrez. Si vous ne posez pas des questions, si vous n'écoutez pas, moi je suis quelqu'un qui adore parler, vraiment, enfin, je pense que vous l'avez vu,
mais j'adore aussi écouter, beaucoup plus que parler. C'est pour ça que j'ai énormément de moments de silence, énormément de moments d'introspection, mais après où je vais parler beaucoup. Mais j'écoute beaucoup plus que ce que je parle, en fait. Mm, mm, Donc c'est ça. mm. Allez écouter ce que le marché peut dire. Donc comment faire ces crises une opportunité. Découvrez-vous vous-même. Allez poser des questions à votre marché et comment vous pouvez repenser aujourd'hui tout ça. Faites un question simple. Tu veux un truc pratico-pratique? Fais un questionnaire dans la niche de thé et va interroger 100 personnes pendant ce confinement sur de ta niche, de tes prospects, de tes clients, sur OK, comment ça se passe pour eux, comment ils voient l'avenir, comment ils pensent consommer, comment ils pensent étudier, etc. Et t'en fais 100. Et ensuite, tu pourras avoir une vision plus grande Mm. de comment tu Ouais. vois les choses. Ouais, merci. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, parce que c'est vraiment riche et c'est passé sur différents plans, en fait. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis se sont autant régalés que je me suis régalé par rapport à ça. Euh, une dernière question. Imagine-toi que dans 5 ans, euh, tes enfants voient cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Très bonne question. Qu'est-ce que j'aimerais leur dire à mes enfants? 5 ans, je dirais que ça fait peut-être un peu tôt si mon fils a 5 ans, mais je leur dirais déjà euh, qu'ils ne m'appartiennent pas. Et c'est là parce que là, tu tapes aussi dans une branche de l'éducation que j'aime beaucoup. Et je dirais à mes enfants qu'ils ne m'appartiennent pas. Et c'est là où beaucoup de parents se trompent. Et c'est pour ça que, et le devil, il en parle beaucoup, c'est que beaucoup de parents considèrent leur enfant comme leur propriété. Demain, je lui dirais, tu ne m'appartiens pas, tu as tes propres choix à faire et tu as ta propre responsabilité. Donc, définis ce que tu veux pas et fais ce qui t'inspire. Et je lui dirais sûrement, t'as que 5 ans, peut-être tu comprends rien à ce que je dis, mais tu comprendras plus tard. Voilà, Hmm. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour avoir pris ce temps, pour avoir partagé. top. Si vous avez quelques questions supplémentaires, je vous en prie, posez-les avant qu'on clôture ce live qui était très inspirant et qui, je suis sûr, va aider des personnes. Et ce que je vous recommande, c'est de réécouter ce live, réécrire les conseils de Maxime, parce que c'est des conseils en or, et comme tu disais, de mettre en application, de vraiment mettre en application euh, ces conseils en or que tu as donnés. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai pas de Je vais mon regarder là, côté. non. Non, non, j'en ai pas non plus. Donc top, c'est une belle manière pour conclure tout ça. 1h13 de Ouais, live, on est bon, beaucoup de valeur. ouais. Merci pour tout ça, pour tout ce qui nous regarde. Passez une belle, si je peux dire, crise, parce que en effet, il y a c'est un contexte qui peut être difficile, mais comme on l'a vu pendant ce live, il y a des Mm. opportunités aussi d'en sortir grandi, d'aider aussi ses clients à évoluer, à transformer aussi leur business. Donc voilà, prenez ce moment comme une opportunité de grandir à tout niveau. Complètement. Très Est-ce belle que, conclusion. ouais, est-ce que tu as un mot de fin pour ce live, Maxime? Euh, Ouais, je dirais, j'inviterai les gens à aller te découvrir aussi également, du moins pour ceux de ma communauté, d'aller découvrir un petit peu aussi ce que tu fais, parce que je trouve que les connexions avec les gens ne se font pas par hasard. On s'est rencontrés aussi dans un groupe d'entrepreneurs et on a tout de suite très rapidement connecté. Donc, tu as vraiment une belle âme et tu as vraiment une énorme expertise que tu peux apporter aux gens, un vrai don et que j'ai pu voir aussi en live pour le coup. Pour moi, j'encouragerais peut-être des gens qui nous écoutent ou qui regardent ce live, si intérieurement vous sentez que vous avez vraiment des blessures, vous avez vraiment quelque chose, etc. Euh, Moi, vous pouvez m'envoyer bien sûr un message et je vais vous aider, mais
plus d'une manière inspirante. Xavier, il sera vraiment là pour aller également aller creuser plus à l'intérieur et aller faire ressortir en vous ces blessures, hein, qui vous empêchent d'être vraiment qui vous êtes. Donc, je voudrais conclure aussi pour te mettre aussi à l'honneur pour le coup. Je ne veux pas conclure en disant une phrase belle par rapport à moi, mais je voudrais vraiment conclure sur toi. Donc, parce que pour moi, tu es vraiment une belle personne. Tu peux vraiment aider énormément de personnes. Et donc voilà, c'est vraiment mot de fin. J'invite les gens à aller te découvrir et et à ce que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes et ce qui, des fois, acceptent d'avoir de l'aide. Toi, je sais que tu offres aussi également des sessions où tu aides les gens gratuitement pendant 45 minutes, où tu fais un point sur eux, etc. Donc, je vous invite, si vous avez des questions à vous poser, si vous avez des doutes, si vous vous demandez à quoi je sers, à quoi je peux servir ou qu'est-ce que je peux faire, ben, allez voir Xavier, etc. Et moi, dans mon cas, si vous voulez juste un shoot de positivité, etc., allez regarder mes vidéos que je fais, etc. Donc, voilà, mais si vous travaillez plus en profondeur, allez voir Xavier. Et où on peut te retrouver, Maxime? On peut me retrouver pour le coup sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et encore plus après dans la suite parce que je compte vraiment développer mon branding assez fortement pour le coup. Donc j'ai hâte, vous allez pouvoir me retrouver de partout, sur TikTok, sur Snapchat, à la télé bientôt, j'espère, de partout. Voilà. Pourquoi? Parce que mon but, c'est pas de me montrer moi, ma personne, mais mon but, c'est de prendre de ce que j'ai de plus fort et de pouvoir aller mettre les gens au milieu de la conversation. Moi, c'est ça qui m'inspire. Et Ok. c'est ça aussi qui t'inspire pour toi aussi. Donc, Mais je mettrai les liens vers les plateformes où les gens peuvent te retrouver. Comme ça, ils pourront ben, suivre ce que tu fais comme tu dis, aller prendre un boost d'énergie et de, de belles stratégies aussi que tu partages dans les vidéos que tu fais. Donc, merci encore, complètement. Maxime. Merci à toi, Xavier. Merci à tous, en tout cas. J'espère que Ouais, le live va être enregistré. Plus pratique oui. technique. Si je fais end broadcast, est-ce que je peux l'enregistrer ou pas? En fait, pendant 7 jours, ça reste enregistré dans Ah, StreamYard. donc je peux le republier après sur mon profil. Ouais, Super. Nickel. ouais. Bon, top. Donc, on va faire ça. Nickel. Xavier, merci beaucoup. Mm. Et nous deux, on se revoit très bientôt, en tout cas. Ouais, bonne soirée aussi à tous les entrepreneurs, hommes ou femmes, qui nous ont regardés, toutes les personnes là qui ont partagé cette soirée avec nous. Allez, Top. bonsoir. Ciao, ciao.